Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et en ce 17 décembre, c'est Johanna Prévost, Product Builder chez Prelo, qui est avec nous. Salut Johanna, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, Timothée, puisque en ce moment je suis en télétravail à Lisbonne. Oh, trop cool. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Alors en quelques mots, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Donc du coup, je suis actuellement product builder chez Prelo. Auparavant, j'étais aussi product builder, mais chez Payfit. Du coup, product builder, j'imagine que ça ne va pas parler à tout le monde, Prelo non plus. Donc je pense que quelques explications s'imposent, ça peut être nécessaire. Donc, en tant que product builder, tu es en quelque sorte une Triforce à toi tout seul. Donc tu as en même temps le rôle de product manager, product designer et développeur. Ton rôle finalement, c'est de construire et d'améliorer des expériences utilisateurs de la discovery à la delivery en utilisant des technos no-code ou low-code. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la description. C'est une description qui correspond au rôle que j'avais chez Payfit. Et chez Prelo, c'est un peu différent. Donc certes, je suis product builder, hein, mais le scope que je gère par rapport à Payfit, il est beaucoup plus large. Donc j'ai une prédominante product manager et je travaille en collaboration avec un product designer et aussi un low-code developer. Donc voilà. Et au-delà de ça, chez Prelo, en tant que product builder, on a aussi la casquette, on va dire, de product ops. Et ça, c'est plutôt dû au fait qu'on a encore une petite équipe. Donc tout le monde touche un peu à tout. Voilà. Et pour Prelo, Prelo, pour ceux qui ne connaissent pas, on a pour mission de rendre accessible la résidence secondaire en permettant d'acheter des parts d'un bien. Et on facilite la gestion de ce bien grâce à une web app dont mon équipe est à l'origine. Donc, par exemple, au lieu d'acheter une maison à 1 million d'euros, je peux acheter une part de cette maison pour 125 000 euros, ce qui me donnera accès à 44 nuits par an dans ma propriété, soit environ un mois et demi par an. Et comment du coup est-ce que tu choisis ces 44 jours par rapport au désir que tu as et des autres propriétaires ? Bonne question. Alors en gros, nous on met en place, on a un calendrier dynamique partagé où tout le monde va pouvoir faire ses réservations, va pouvoir poser ses séjours. Et en fait, les nuits du calendrier, elles sont réparties en 3 types de périodes. Donc tu as des périodes basses, des périodes moyennes et des périodes hautes. Les périodes hautes, c'est les périodes qui sont les plus sollicitées, on va dire. Donc, par exemple, pour une villa dans le sud, ça va être l'été, les périodes hautes. Okay. Du coup, pour chaque période, en fait, j'ai 44 nuits et j'ai un nombre de nuits pour chacune des périodes. Je vais avoir des quotas. Par exemple, pour les périodes basses, je vais avoir 20 nuits basses. Pour les périodes hautes, je vais avoir un certain nombre aussi. Je vais avoir une semaine. Et pareil, je vais avoir un certain nombre de nuits moyennes. Voilà. Et du coup, ça nous permet de satisfaire tout le monde et de pas, de pas avoir quelqu'un qui réserve tout l'été et enfin parce que si ça se passait comme ça, les autres seraient lésés et n'auraient que des périodes moins intéressantes. Voilà, surtout qu'en fait chez Prelo, on n'a pas que des acheteurs qui vont consommer leur nuit, on a aussi des profils investisseurs. Donc en gros, eux, ils veulent rentabiliser au maximum leur part et donc il faut qu'ils puissent de la même manière, il faut qu'on puisse mettre en location des nuits hautes, des nuits moyennes ou des nuits basses pour ces profils investisseurs. Il y a de plus en plus de villes qui limitent le nombre de nuits que tu peux avoir par exemple sur Airbnb ou en location temporaire. Est-ce que du coup justement Prelo ça peut être un moyen de associer à la fois des gens qui veulent l'utiliser comme résidence secondaire et des profils investisseurs qui du coup seraient normalement bloqués par le nombre de nuits mais qui là du coup vu qu'ils ont acheté qu'une partie se retrouvent à pouvoir rentabiliser au maximum leur investissement? Oui, c'est ça, surtout qu'en fait nous quand on trouve les copropriétaires, on choisit les copropriétaires pour les propriétés, pour créer la SCI, on va essayer de trouver des profils complémentaires. Donc on va avoir des gens qui vont consommer leur nuit et des gens qui vont plutôt vouloir toucher des revenus locatifs sur les nuits. Et des profils qui sont un peu mixtes finalement, qui vont pas consommer toute leur nuit et qui vont partiellement consommer leur nuit et partiellement toucher un revenu locatif. Et comment s'organise aujourd'hui le produit chez Prelo ?
Alors, on a une organisation produit assez classique, si tu veux, par rapport à une équipe produit qui n'utilise pas du no-code ou du low-code. Donc, l'équipe produit, elle est divisée en 3 squads. Chaque squad va gérer un scope et est composé de 3 product builders. Et chaque product builder a une expertise différente et complémentaire, à celle des autres. Donc, c'est-à-dire, tu vas avoir un PB, un product builder avec une expertise product manager, un product builder avec une expertise product designer et un product builder avec une expertise local developer. Donc, en gros, 3 squads, chaque squad, 3 product builders et chacun avec un profil différent. Voilà. Et moi, en ce qui concerne ma squad, donc le local developer, il est passé tech lead. Donc, pour l'instant, c'est moi qui assure en grande partie la phase de développement back. Et le designer, lui, va se charger de faire des designs sur Figma et d'intégrer ces designs sur Bubble. Comment est-ce que du coup ton métier de product builder change entre aujourd'hui chez Prelo et ce que tu faisais chez Payfit? Je crois qu'il a un peu répondu au début en disant que chez Payfit tu avais au final 3 rôles en un. Est-ce que au final c'est un avantage d'avoir la vision globale du truc, ou est-ce que au contraire c'est mieux d'avoir de la contradiction et des échanges avec d'autres personnes? Il y a 2 écoles, on va dire. On va dire qu'il y a 2 écoles. Moi, je trouve, personnellement, que c'est plus intéressant d'avoir un product builder qui gère tout de A à Z. Donc, c'est-à-dire qu'il va gérer tout de la delivery à discovery, enfin de la discovery à la delivery, pardon. Parce qu'en fait, ça te permet de gagner en vélocité, puisque tu vas pouvoir bypasser finalement tous les transferts de connaissances. Déjà, tu auras moins de formalisation à faire, moins de spec à faire et moins de transfert de connaissances. Et tu auras moins de perte d'informations. Donc finalement, tu gagnes en vélocité et ça te permet de livrer un produit qui est plus pertinent, puisque, comme je l'ai dit, il y a moins de perte d'informations. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses. C'est pas la vision de tout le monde. L'avantage d'avoir 3 profils différents avec des expertises, c'est que moi je pense qu'on a moins de vélocité, mais en revanche, on peut livrer peut-être un produit plus qualitatif et ça permet également de challenger ses idées. Parce que quand tu es tout seul à gérer un scope de A à Z, tes idées finalement elles sont pas trop confrontées à quelqu'un d'autre, tu vois, et elles sont pas challengées. Et du coup, c'est pas forcément une bonne chose. Justement, ouais, quand t'es tout seul, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de moins rédiger tes user stories ou même les skipper, puisque tu te dis j'ai en tête ce qu'il faut faire et vu que de toute façon c'est moi qui vais le pousser derrière, je vais y aller direct. Est-ce que t'as eu cette tentation-là? Je pense qu'il faut avoir. Moi, je pense qu'il faut un peu de rigueur quand même. Moi, chez Payfit, je faisais les user stories. Les user flow, jamais, par contre, je suis honnête. Je faisais pas de user flow, mais après, ça dépend aussi de la techno low-code, no-code qu'on utilise. Chez Payfit, eux, ils ont leur propre leur propre low-code development platform, qui est le Jetlang. Et ça permet très vite. En fait, c'est assez. Il y a tout un design system qui est mis en place et c'est assez restreint. Donc, ça sert à rien de se prendre trop la tête avec une phase de scope, des user flow, des designs. Alors que sur Bubble, c'est moins vrai. On est beaucoup plus libre. On peut mettre beaucoup plus de choses en place. C'est moins restreint. Et du coup, surtout si on n'a pas mis de design system en place. Et du coup, pour moi, c'est nécessaire de faire en amont, de définir en amont des user stories forcément et de faire des user flow. Quels sont les avantages aujourd'hui pour Prelo de recourir du coup à des product builders et du no-code ou low-code? Est-ce que tu penses que c'est une stratégie de long terme, ou est-ce que tu vois une limite, un peu comme Comet, la startup de freelance qui avait commencé avec Bubble avant de partir sur une solution plus traditionnelle basée sur du code? Pour moi, l'avantage des technos no-code, low-code, c'est de pouvoir itérer vite. Et c'est pour ça qu'on a des rôles de product builder aujourd'hui chez Prelo et qu'on utilise Bubble, Xano, je crois que QWeb, on commence à utiliser Webflow, N8N. Et oui, c'est une stratégie long terme, puisque justement, nous, en fait, on se positionne en tant que précurseur, no-code, pas précurseur, mais en fait, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est possible de scaler un produit avec du no-code. Et un produit qui n'est pas forcément, pas un produit basique, pas une landing page, de scaler un produit qui est assez complexe, finalement. Voilà. Après, le problème des solutions no-code, et enfin pas toutes, mais certaines, c'est qu'elles ne permettent pas de télécharger le code source, donc le JSON de l'app. Par exemple, Bubble, je crois que Bubble ne permet pas de télécharger le JSON de l'app, alors que Retool, je crois qu'ils permettent de télécharger le JSON.
Donc, il faut prendre ça aussi en considération quand on part sur du no-code, puisque si on peut pas télécharger le code source, ça permet après difficilement de passer sur du code traditionnel, puisqu'en fait, on doit tout recommencer from scratch si on doit migrer. Voilà. Mais nous, en tout cas, c'est pas prévu. On passe à la deuxième partie qui concerne ta vision du produit. La première question que je voulais te demander, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Alors, deux conseils. Le premier conseil relatif au no-code, low-code. Donc, moi, je pense que si tu te lances en tant que product manager ou product designer, ça peut être pas mal de tester des technos no-code, low-code pour plusieurs raisons. Premièrement, pour pouvoir être autonome, ne pas dépendre de dev quand ça s'y prête, puisque ça s'y prête pas toujours. Et deuxièmement, pour comprendre les logiques de développement et donc améliorer la communication avec les devs. Moi, par exemple, j'ai découvert pendant le No-Code Summit, j'ai découvert un outil de visual no-code qui s'appelle Luna Park. Et en fait, cet outil, c'est vraiment pas mal pour apprendre les logiques de dev. Donc moi, par exemple, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, mais j'aurais bien aimé apprendre à coder avec un outil tel que Luna Park. Donc voilà. Et si tu es dev, je dirais de ne pas dénigrer le no-code, low-code sans avoir testé. Puisque en fait, je sais que les devs, ils détestent les termes de product builder, maker. Enfin, faut pas leur parler de no-code ou de low-code. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on va pas les remplacer par des product builders. On va pas les forcer à devenir des product builders à terme, puisque le développement traditionnel, il existera toujours et il prédominera selon moi toujours. Il faut juste comprendre qu'il coexistera juste de plus en plus avec des solutions no-code, low-code. Et je pense qu'il faut l'accepter. Voilà. Et ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, je dirais d'arrêter de se dire que le rôle de Head of Product, c'est le Saint Graal et que c'est la voie royale. C'est pas vrai. Parce qu'on n'est pas tous faits pour manager une équipe et il faut l'accepter. Donc il faut non seulement l'accepter en tant qu'employé, mais il faut également que les entreprises l'acceptent. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les entreprises, elles survalorisent trop les rôles de manager par rapport au rôle d'expert. Voilà. Et c'est à cause de ça, pour moi, qu'on se retrouve dans certaines entreprises avec de très mauvais managers. Et la conséquence de ça, c'est que finalement, les managers, ils ne sont pas épanouis et ils empêchent à leur équipe d'être totalement épanouis. Et c'est d'ailleurs pour ça, je sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a un nouveau rôle qui est en train d'émerger. C'est le rôle de Principal Project Manager. Et du coup, je crois que Back Market, ils ont ce rôle, mais tu as d'autres boîtes qui ont ce rôle. Et en fait, si tu veux, c'est un rôle d'expert Product Manager. Et en fait, c'est une personne qui va, inspirer les autres. C'est une personne qui va inspirer les autres, mais qui ne va pas manager. Ce sera plus un mentor, en fait. Je me retrouve un peu dans ce que tu disais pour avoir été dev, que tu peux avoir tendance un peu à bâcher un peu vite les outils no-code avant d'en comprendre la puissance. Après, il y a toujours des trucs qui, des fois, me perturbent, genre le fait de faire payer à la ligne dans une base de données alors que ça pèse quasiment rien, tu vois. Mais en vrai, ouais, c'est vrai que je comprends tout à fait le conseil de pas se bloquer et de pas se dire que ça sert à rien direct alors que ça peut avoir des vrais buts. Toi, du coup, est-ce que tu penses que si t'avais pas eu un background technique, t'aurais eu plus de mal à prendre en main les outils no-code ou pas? Clairement, je pense que le fait d'avoir un diplôme d'ingénieur en informatique, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup, je pense. Je le vois, hein, par exemple, quand j'étais chez Payfit, parce que chez Payfit, tu vois, t'as pas que des personnes avec des profils techniques. Enfin, t'as beaucoup de personnes qui viennent d'écoles d'ingénieurs, en majorité, mais pas forcément d'écoles d'ingénieurs en informatique. Et je me rends compte que moi, j'avais plus de facilité que les autres. Enfin, oui, j'avais plus de facilité que les autres, que ceux qui n'avaient pas un background technique. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui fait un bon product builder et, par extension, une bonne équipe produit? Pour faire écho avec ce que j'ai déjà dit, je pense premièrement qu'il faut des managers qui savent et qui veulent manager si on veut une bonne équipe produit, des managers qui sont capables de faire confiance, d'écouter et d'insuffler de la motivation à leur équipe. Donc finalement des managers qui ne sont pas juste là pour le titre ou le salaire qui est associé à leur poste. Pour moi, ça c'est hyper important parce que du coup, ça permet d'insuffler vraiment une bonne dynamique à tout le reste de l'équipe produit. Deuxièmement,
enfin deuxièmement, pour le poste de product builder, pour moi, il est indispensable d'être polyvalent et ça semble assez évident finalement. D'ailleurs, bah, comme je t'ai dit, je pense que c'est pas l'avis de tout le monde. Il y a un peu deux écoles, mais je pense que pour exploiter au maximum la puissance du no-code, low-code, il faut des product builders qui sont capables de gérer un scope assez restreint de A à Z, de la delivery à la discovery, mais qui peuvent s'appuyer sur des experts si besoin. L'intérêt de ça, comme je t'ai dit, enfin, je te l'ai déjà expliqué, c'est premièrement d'augmenter la vélocité des équipes en évitant au maximum les transferts de connaissances et deuxièmement, d'augmenter la pertinence des produits livrés en évitant la perte d'informations. Donc voilà, comme je t'ai dit, il y a deux écoles. Euh, la première, c'est d'avoir des product builders qui gèrent tout de A à Z, mais pour moi, qui devraient pouvoir s'appuyer sur des experts s'ils en ont le besoin, pour pas perdre en qualité. Et la deuxième école, c'est d'avoir finalement des profils experts qui collaborent ensemble. Et toi, comment est-ce que tu vois le monde du produit et également le monde du no-code évoluer? Moi, je pense que le rôle de product builder va se démocratiser. Il se démocratise déjà en fait. Et je pense que les technos de dev traditionnels vont donc plus en plus, comme je l'ai dit, coexister avec des technos low-code, no-code. Voilà. Pour moi, c'est un peu ma vision du monde du produit. Et peut-être pas, hein. Peut-être que le poste de product builder va disparaître, hein. C'est d'ailleurs ce que, je sais plus c'est qui disait ça, mais il y a un intervenant qui disait ça pendant le No-Code Summit. Il disait que le rôle de product builder va disparaître et ça donnera lieu à d'autres postes, je sais plus c'était lesquels, bref. On passe maintenant à la troisième partie qui est donc le sujet du jour. Tu as décidé de nous parler de Bubble. Pourquoi ce choix? Alors, j'ai fait ce choix pour rester dans le thème du no-code, low-code, puisque je suis product builder. Euh, non, mais en gros, le no-code, low-code, de manière générale, c'est ce qui a donné lieu au poste de product builder. Et chez Prelo, comme je l'ai dit, on utilise Bubble, mais aussi Xano, N8N, Webflow, et on commence à se mettre à WeWeb. Et en ce qui concerne ma squad, on a principalement utilisé Bubble pour construire la web app MyPrelo. Et du coup, moi, quand je suis arrivée chez Prelo, c'était en fin février de cette année. Du coup, je connaissais pas du tout Bubble et j'ai appris à maîtriser Bubble en quelques mois. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'en parler. Ok, et qu'est-ce que du coup Bubble te permet de faire au quotidien? Déjà, il nous a permis de faire l'application MyPrelo, puisque comme je l'ai dit, elle est principalement construite avec Bubble. C'est d'ailleurs Bubble qui nous a permis de sortir le MVP de cette app en quelques mois. Je crois qu'il me semble entre le début de la phase de scope, c'est-à-dire mon premier jour chez Prelo, et la release de la web app, je pense qu'il y a eu peut-être 3 mois. Donc pour moi, c'est vraiment, enfin, selon moi, c'est un exploit et ça n'aurait pas été faisable avec du dev traditionnel. Voilà, donc pour moi, les atouts des Local Development Platform par rapport à du dev traditionnel, c'est premièrement qu'elles permettent de gagner en vélocité en s'abstrayant notamment des problématiques de syntaxe propres à tel ou tel langage de programmation. Et deuxièmement, qu'elles sont pensées pour se connecter par API à tout un écosystème d'outils. C'est vraiment une de leurs forces. Donc, par exemple, si je prends le cas de l'application MyPrelo, elle est connectée à la fois par API aux plateformes de location, donc Airbnb et autres, puisque les disponibilités du calendrier partagé doivent être à jour en temps réel. Elle est aussi connectée aux serrures connectées des propriétés. Donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir attribuer de nouveaux codes aux copropriétaires, activer ces codes uniquement pendant les périodes de séjour pour un maximum de sécurité. C'est connecté à Slack, enfin, c'est connecté vraiment à tout un tas d'outils. Et c'est assez simple de mettre en place ces connexions API. Et est-ce que à l'opposé, tu vois des limites à Bubble ou pas? Oui, ça je vais pas le cacher. Alors en gros, je pense que le problème principal des outils no-code et de Bubble, ce sont les performances. C'est vraiment pas fou, hein. On va pas se mentir. Par exemple, on peut vite être limité si on souhaite manipuler de larges sets de données rapidement. Donc il y a des bonnes pratiques à respecter pour optimiser les performances. Euh, pour ceux que ça intéresse, parce que je vais pas rentrer dans le détail, c'est assez spécifique, mais si ça vous intéresse, je vous invite à lire The Ultimate Guide of Bubble Performance, qui est écrit par Peter Hamley. Et donc, en gros, il liste les bonnes pratiques. Et en plus de ça, il permet de comprendre comment fonctionne Bubble intrinsèquement.
Et comprendre ça, comprendre comment Bubble fonctionne intrinsèquement, ça, c'est game changer en fait, dans la manière dont on va mettre en place son architecture, l'architecture de son app. Voilà. Et aussi, pour moi, le problème du no-code, c'est que parfois, pour faire des choses qui seraient possibles en quelques lignes de code, bah, on est obligé de passer par des workarounds pas possibles. Donc, c'est assez paradoxal puisque, comme je l'ai dit, l'atout principal pour moi du no-code, c'est qu'il permet de gagner en vélocité. Mais parfois, pour faire un truc simple, on est obligé de faire des trucs pas possibles. Donc, heureusement, sur Bubble, et je pense que c'est le cas de pas mal de low-code plateformes, il y a beaucoup de plugins qui existent et ces plugins couvrent pas mal de problèmes. Et on a la possibilité sur Bubble de créer ses propres plugins custom en JS. Donc, voilà, donc si on sait coder, on sait un peu coder, c'est pas mal quoi. Ça nous permet de résoudre tous nos problèmes. Et du coup, à qui est-ce que tu conseillerais et ne conseillerais-tu pas Bubble? Ouais, du coup, pour avoir testé d'autres low-code development platforms, je trouve que Bubble, faut l'admettre, c'est pas la low-code plateforme qui possède l'éditeur le plus user-friendly, loin de là. Donc le coût d'entrée, il est pas minime. Je pense que le mieux pour prendre en main Bubble, c'est de se former via une plateforme telle que Auto. Donc moi, par exemple, la première chose que j'ai fait, c'est de regarder une vidéo où un formateur auto reproduit Airbnb avec Bubble. En fait, il y a plein de clones d'applications connues. Je crois qu'il y a Spotify aussi. Enfin, c'est hyper instructif. Donc voilà. Et en plus de ça, il propose je crois qu'Auto propose un bootcamp no code. D'ailleurs, il n'y a pas seulement Auto qui propose ça. Je crois que c'est aussi le cas de Maestro. Et il me semble aussi qu'il y a le Wagon qui va s'y mettre. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est ça. Enfin, je pense que c'est les conseils que je donnerais. Et je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que le no-code, low-code, c'est pas si simple qu'on le dit et qu'il faut quand même avoir, enfin, qu'une des qualités requises pour faire du no-code, low-code, de manière générale, peu importe la low-code plateforme, c'est de ne pas avoir peur de mettre la main à la pâte. Et aussi, dernier conseil, faut faire attention, le no-code, low-code, c'est pas une solution magique, ça ne se prête pas à tout type de projet. Donc, selon ce que vous voulez faire, c'est pas forcément la meilleure solution. Ok, j'aurais une dernière question, mais je crois que tu viens à peu près d'y répondre. C'était, est-ce que tu avais 2-3 astuces à partager pour tirer au mieux profit de Bubble? Ah bah j'en ai, t'inquiète. Du coup, alors les astuces, bon, ça parlera aux gens qui connaissent un peu Bubble. Donc, premièrement, je dirais, c'est de construire des single page apps, ou du moins de minimiser le nombre de pages. En gros, le principe des single page apps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'afficher ou de cacher des vues plutôt que de renvoyer vers d'autres pages. Et l'intérêt de ça, c'est que ça permet de charger de la donnée en front une seule et unique fois, puisqu'il n'y a qu'une seule page. Et voilà. Et en fait, on peut réutiliser cette donnée dans plusieurs vues. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, et c'est totalement en lien avec ce que je viens de dire finalement, c'est de structurer sa single page app en deux groupes. Donc un groupe où on va charger toute la donnée en front et un second groupe où on aura les vues de la single page app. Voilà. Et troisièmement, dernier conseil, je dirais d'utiliser des workflows récursifs plutôt que de planifier un workflow sur une liste. En fait, ça permet, ça c'est relatif aux performances, ça permet de mieux maîtriser l'utilisation du CPU et d'éviter que l'app elle shut down, quoi. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!